Je me souviens encore du moment précis où mon estomac s'est noué. C'était un jeudi soir calme. Rien de dramatique, pas de nuages d'orage dehors, juste le cliquetis des couverts et le bourdonnement de la hotte. Je pliais des serviettes à table, aidant ma femme Adeline à se préparer pour ce que je croyais être le mariage de son frère Mason, le lendemain. J'avais repassé ma chemise plus tôt dans l'après-midi, et même ciré les vieilles chaussures que je ne porte que pour les événements qui nécessitent de sourire et de bavarder. Tu es impatiente pour demain, demandai-je doucement en glissant une serviette en forme de rose. Adeline cligna des yeux, presque comme si elle ne comprenait pas de quoi je parlais. Puis elle pencha légèrement la tête, plissa les yeux comme si je venais de suggérer que le ciel était vert, et répondit de la voix la plus monotone que je lui ai jamais entendue. C'était la semaine dernière. Au début, je crus qu'elle plaisantait. J'attendais son sourire narquois, cette pique sarcastique qu'elle accompagnait toujours de ses farces, mais rien ne vint. Elle attrapa son téléphone, tapota l'écran à plusieurs reprises et me le tendit sans un mot. La preuve était là. Mason et sa femme, Lucie, debout sous une arche en bois décorée de roses blanches et de guirlandes lumineuses tamisées. Les invités réunis au bord du lac, levant leurs verres. Le témoin de Mason, son cousin Jess, essuyait ses larmes. Le photographe avait tout magnifiquement immortalisé. Et puis il y avait Adeline, ma femme, dans une robe émeraude profonde que je n'avais jamais vue auparavant. Cheveux bouclés, maquillage impeccable, souriant comme si elle était à sa place, parce que c'était le cas pour tout le monde, sauf moi. Je feuilletais les photos sans cesse, cherchant un aperçu de moi. Peut-être un coin de ma veste en arrière-plan. Peut-être avais-je oublié ma présence. Peut-être me testait-il pour une raison que j'ignorais. Mais je n'étais pas là. Je reposais lentement le téléphone. J'avais la gorge sèche. Je la regardais, attendant toujours quelque chose, des excuses, une explication, n'importe quoi d'humain. Elle s'est remise à plier des serviettes en fredonnant comme si de rien n'était. Du canapé, sa sœur Mera a crié « On ne te l'avait pas dit ?» Elle l'a dit avec désinvolture, comme si on parlait de la météo. J'ai tourné la tête et je l'ai trouvée en train de consulter son téléphone, les jambes croisées, sirotant un verre de vin rouge comme si on assistait à une énième pause publicitaire ennuyeuse. Leur mère, Deline, était à côté d'elle. Elle a ri, d'un rire profond et profond qui lui a fait trembler les épaules. « Oh mon Dieu, j'aurais juré qu'on te l'avait dit. » Elle a sifflé, s'essuyant les yeux avec un mouchoir qu'elle a sorti de sa manche. Personne ne s'est excusé. Personne n'a même semblé inquiet. Ils ont agi comme si c'était moi qui oubliais, comme si c'était ma faute de ne pas être apparu comme par magie à un mariage dont on ne m'avait jamais parlé. Je suis resté là, serviette à la main, avec l'impression que le sol s'était effondré sous mes pieds. Tout le reste s'est estompé. Le bourdonnement du ventilateur, le tintement du verre de vin, même la tension qui montait dans ma mâchoire. Il n'y avait que moi et la prise de conscience d'être devenue une étrangère dans ma propre maison. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une erreur. C'était un message. Et il a été clair et net. Je ne comptais pas pour eux. Pas assez pour qu'on me le dise. Pas assez pour qu'on m'en manque. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me voir blessé. J'ai simplement pris les assiettes sur la table et commencé à les placer dans l'évier. Mes mains se déplaçaient automatiquement, frottant des morceaux de riz et de sauce, tandis que mon esprit restait rivé à cette photo, une ligne, souriant à côté de son frère comme si rien au monde ne pouvait rendre ce moment meilleur. Sauf peut-être mon absence. Elle aurait pu me le dire. Je posais des questions sur le mariage depuis des semaines, quand il s'agissait du code vestimentaire. Si je devais acheter un cadeau pour Mason. Elle balayait toujours ça du revers de la main. Elle disait que les plans changeaient constamment. Qu'ils s'arrangeaient. Des mensonges. Tout ça. Ce soir-là, je me suis allongé à côté d'elle dans son lit, dos à dos. Elle a fait défiler son téléphone jusqu'à s'endormir. Pendant ce temps, je fixais le plafond, engourdi, ni triste, ni même en colère, juste vide. Je repensais aux derniers mois. Combien de fois sa famille faisait des projets sans moi? Comment j'étais exclu des messages de groupe? Comment ils organisaient des dîners qui avaient dû leur échapper quand je leur avais demandé? Comment Mera avait un jour fait une blague sur le fait que j'étais la personne la plus aimée qui avait été soustraite? Comme j'avais ri. J'avais vraiment ri. Maintenant, je savais que c'était mieux. Ce n'était pas de la négligence. C'était délibéré.
J'avais été effacé. Ce qui me blessait le plus, ce n'était même pas la trahison. C'était le calme avec lequel il le faisait. Comme si c'était une routine. Comme s'il l'avait déjà fait. Comme si j'étais la seule à ne pas avoir compris. Dans le noir, j'ai attrapé mon téléphone. J'ai rouvert la photo. Cette robe émeraude. Cette lueur au bord du lac. Adeline souriant sans moi. J'ai posé le téléphone, face cachée, sur la table de nuit. Et c'est là qu'un déclic s'est produit en moi. Pas d'une voix forte et vengeresse, mais dans un murmure froid et calme, au plus profond de ma poitrine. Il pensait que je resterais silencieux. Il pensait que je continuerais à plier des serviettes. Il n'en avait aucune idée. Cette nuit-là, le sommeil ne m'a pas rendu visite. Pas même une trace. J'étais allongé, immobile, près d'Adeline, qui s'était endormie sans la moindre trace de culpabilité. Sa respiration était douce et régulière, comme celle de quelqu'un qui n'a rien à craindre au monde. Pendant ce temps, j'étais bien éveillé, les yeux rivés au plafond, la même question ruminant sans cesse. Depuis combien de temps étais-je invisible dans cette famille? Je me suis tourné sur le côté, j'ai discrètement pris mon téléphone et j'ai ouvert la galerie où j'avais sauvegardé les photos de mariage prises sur son écran. J'ai zoomé sur chacune d'elles, scrutant les visages, le langage corporel, les rires. Tout le monde avait l'air heureux. Poste compris, sauf moi. Je n'étais pas là. Sur aucun cliché. Ni dans aucun coin d'un reflet. Pas dans une ombre errante parce que je n'étais pas invité. Parce qu'il s'était assuré que je ne sois pas censé y être. Ils n'oubliaient pas. Ils excluaient. Et il ne s'agissait pas seulement de manquer le mariage. Ce n'était qu'en surface. C'était plus profond, beaucoup plus profond. Je me souvenais des semaines précédant cette date. Comment j'avais aidé Mason à réparer sa nouvelle maison. Il m'avait appelé pour une canalisation fissurée sous la salle de bain des invités, et j'avais fait appel à mon plombier habituel. Quand le type lui avait proposé un devis trop élevé, j'avais proposé d'en couvrir une partie discrètement. Pas de scandale. J'avais simplement transmis la différence directement à l'entreprise. Puis il y avait eu le problème de la clôture, le carrelage de la cuisine, le recablage du tableau électrique défectueux. J'avais été là à chaque étape. J'avais fait tout ça parce que la famille est de la famille. Du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant, je réalisais qui j'avais vraiment été. Utile. Pas aimée, pas incluse, juste utile. Comme une application qu'on ouvre quand on en a besoin et qu'on ferme aussitôt. Tandis qu'Adeline se déplaçait à côté de moi, j'ai scruté sa silhouette dans le noir. Elle avait l'air paisible, comme quelqu'un qui vient d'organiser un événement réussi. Je me suis demandé si elle avait souri pendant qu'il portait un toast à son frère. Je me demandais si elle avait fait un discours. Avait-elle parlé de moi? Avait-elle menti en prétendant que j'étais en déplacement professionnel? Ou pire, personne n'avait posé de questions sur moi? Ça m'a retourné l'estomac. À 5 heures du matin, j'étais debout. Je me promenais dans la maison comme un fantôme. Silencieux, invisible, familier. J'ai préparé du café, sauté le petit déjeuner, me suis assis à la table où nous avions autrefois partagé rire et projets, et j'ai simplement fixé le siège vide en face de moi. Puis j'ai sorti mon ordinateur portable. Ce n'était pas par vengeance. Pas encore. C'était par souci de clarté. Une clarté froide et nécessaire. J'ai ouvert mes feuilles de calcul. Ligne par ligne, j'ai passé en revue chaque transaction des 2 dernières années. Des dizaines de milliers de dollars avaient été consacrés à la rénovation de Mason, aux réparations de la maison de Mortelfien, et quelques sommes ici et là pour le lancement du salon Mira. Pourtant, cette affaire n'avait duré que 3 mois avant de fermer, et personne n'avait jamais mentionné le remboursement de ce que j'avais donné. Je n'avais jamais rien demandé. Je n'avais jamais tenu de compte jusqu'à maintenant, car maintenant, c'était important. J'ai observé le schéma et une terrible révélation m'a frappé. J'étais plus impliqué dans leur vie financière que dans leur vie affective. Je n'étais pas de la famille. J'étais dans l'infrastructure ce matin-là. Adeline est entrée vers 7 heures, emmitouflée dans son peignoir, bâillant et se grattant la tête. Elle a souri en me voyant. « Bonjour », a-t-elle dit en déposant un léger baiser sur ma joue comme si de rien n'était. « Bonjour », ai-je répondu d'une voix si calme que cela m'a surpris moi-même. Elle s'est servi un café et s'est assise en face de moi.
puis elle a commencé à consulter son téléphone. Je l'ai observée un instant, essayant d'imaginer ce que cela faisait de vivre sans conséquence. De trahir la confiance de quelqu'un et de m'asseoir à côté de lui comme si de rien n'était. Cela demandait une audace que je ne comprenais pas. Sur quoi travailles-tu ? A-t-elle demandé sans lever les yeux. Je vérifie juste quelques chiffres, ai-je dit. Elle a hoché la tête, indifférente, et est passée à autre chose. Je l'ai regardée boire lentement de petites gorgées de sa tasse. C'est là que j'ai compris autre chose. Elle ne s'attendait pas à ce que je remette quoi que ce soit en question. Ni le mariage, ni les photos, ni même mon absence à une journée à laquelle tout partenaire digne de ce nom aurait participé. Et c'est là que le silence s'est durci en moi. Le genre de silence qui n'est pas faible. Celui qui observe, qui calcule, qui prend une décision. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas crié. À quoi bon ? Sa mère en rirait. Mira lèverait les yeux au ciel et dirait que j'étais susceptible. Masson hausserait les épaules et ferait comme s'il n'avait aucune idée. Et Adeline clignait des yeux et disait quelque chose de creux, comme « je ne pensais pas que ça avait d'importance ». J'étais devenu un fantôme dans mon propre mariage. J'étais présente, mais effacée de toute signification. Alors j'ai décidé de jouer ce rôle. À partir de ce jour, j'ai agi différemment. J'ai arrêté de parler pendant le dîner. Elle n'a pas semblé remarquer. J'ai arrêté de suggérer des projets familiaux. Elle n'a pas semblé s'en soucier. Quand sa mère a appelé et laissé son téléphone sur haut-parleur, j'ai juste écouté. J'ai compris la façon dont Delis me traitait comme une étrangère. Qu'en pense-t-il ? Va-t-il payer pour ça ? Dis-lui qu'on l'appellera quand on aura besoin de lui. Ils ont parlé de moi comme si je n'étais pas là. Du coup, je suis devenu exactement ce qu'ils m'ont considéré comme invisible. Mais au fond, j'étais bien éveillé. Je ne savais pas encore ce que je préparais. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose avait changé, quelque chose de permanent. Et ce n'était pas une question de colère. C'était une question de conscience. Ils avaient compté sur moi pour être fiable, calme, indulgente, prévisible. Mais ça. Le chapitre était terminé. Ils ne le savaient simplement pas encore. C'était un dimanche ensoleillé quand j'ai commis l'erreur de passer devant la maison de Mira. Je n'avais pas été invité. Bien sûr que non. Mais quelque chose m'attirait dans ce sens. Peut-être la curiosité. Peut-être le besoin de croire que je faisais encore partie de quelque chose. Peut-être juste une habitude stupide. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en ralentissant près de son allée, les mêmes voitures familières étaient alignées devant. Le coupé rouge de Mira, le SUV encombrant de Deline, la nouvelle berline argentée de Masson. Je les ai toutes reconnues instantanément, comme des noms sur une liste d'invités à laquelle je n'ai jamais été ajouté. Et par les fenêtres ouvertes, j'ai entendu des rires. Des rires sincères, faciles. Je me suis assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue et j'ai simplement écouté. Le cliquetis des assiettes, le bruit des chaises qui glissaient sur le parquet, quelqu'un qui mettait de la musique sur une enceinte Bluetooth. Du bacon. Je sentais l'odeur du bacon par ma fenêtre. Je leur en avais déjà cuisiné. Mira aimait le sien croustillant. Deline me grondait toujours d'être trop exigeante. Je pensais que ça signifiait qu'elle se souciait d'elle. Mais ce matin-là, assise dans une voiture que j'avais payée, garée près d'une maison que j'avais contribué à rénover, quelque chose s'est brisé en moi. Ils faisaient à nouveau la fête ensemble et, une fois de plus, j'étais le fantôme dont ils ne parlaient jamais. J'ai longuement scruté le trottoir. Des gens passaient, promenant des chiens avec des poussettes. La vie normale continuait son cours tandis que j'étais assise au milieu, paralysée par la vérité qui devenait de plus en plus forte chaque jour. Ils ne m'avaient jamais considéré. Comme leur famille. C'était moi qui payais. C'est tout. Le mari de Mira, Grant, m'avait appelé 3 mois plus tôt quand leur chauffe-eau avait lâché. Il m'a dit qu'il ne savait pas qui d'autre appeler. J'avais un gars là-bas dans 1 heure. J'ai aussi payé la facture, car Grant disait attendre le paiement d'un client et Mero était stressé. Et puis il y avait les nouvelles fenêtres chez Deline. Les anciennes fuyaient. J'avais contacté l'entrepreneur et versé la compte moi-même. Personne ne m'a remercié. Ils ont agi comme si c'était attendu, comme respirer, et je les laissais faire. Je ne voulais pas l'admettre. Mais assis dans cette voiture,
regardant la portière de Mira s'ouvrir pour révéler des plateaux de nourriture et des gens heureux avec des verres de vin, j'ai compris ce que j'étais devenu. Je ne faisais pas partie de leur cercle. J'étais une ressource, un plan de secours, un portefeuille qui souriait. Et ils n'avaient même pas la décence de prétendre le contraire. Je suis parti en silence, passant par des rues familières, des repères qui me faisaient sourire, comme le banc sur lequel Adeline et moi nous étions assis après notre première vraie dispute. Maintenant, tout me semblait creux. Chaque recoin avait un souvenir retouché, blanchi de sa chaleur. De retour chez moi, je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis resté dans l'allée, les mains dans les poches, à contempler la maison que je considérais autrefois comme la nôtre. Mais même elle commençait à me sembler empruntée, temporaire, comme si la clé dans ma main déverrouillait quelque chose où je n'avais plus ma place. J'ai franchi la porte en silence. Le salon était vide. Une pile de sacs de courses gisait près de l'escalier. Adeline avait dû sortir avec Mera la veille, probablement pour faire des courses pour la pendaison de crémaillère de maçonne ou quelque chose d'aussi insignifiant. Je n'ai pas demandé. Je ne voulais pas lui donner l'occasion de mentir. Au lieu de cela, je me suis servi un verre d'eau, je suis allé dans le bureau et j'ai appelé Théo. Théo et moi étions amis depuis la fac. Il était avocat maintenant. Perspicace, précis et plus loyal que quiconque que j'ai jamais rencontré. Il avait été le témoin de mon mariage, même si personne du côté d'Adeline ne s'était jamais vraiment attaché à lui. Trop direct, disait-il. Trop sérieux. Mais je préférerais être direct à faire semblant, n'importe quand. Ça fait longtemps, dit-il en décrochant. Tout va bien? Non, ai-je dit, mais ça viendra. Il n'a pas insisté. J'ai juste attendu. Je lui ai tout raconté du mariage, les rires, les photos, le fait d'être restée assise devant le brunch de Mira comme une idiote, espérant que quelqu'un appelle. Je lui ai parlé de l'argent, des réparations, de la famille qui m'avait discrètement mise à l'écart tout en continuant à puiser dans mon argent. Je me suis mis à fouiller dans mes poches, comme si c'était la tradition. Il y a eu un long silence de son côté. Puis il a demandé, « Tu veux sortir ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fixé la fenêtre à côté de moi, observant un écureuil courir le long de la clôture. « Non », ai-je finalement dit. « Je veux le silence. » Il est resté silencieux un instant, puis a dit, « Tu ne veux pas les affronter ?» J'ai secoué la tête, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Ils ne méritent pas la confrontation. Ils vont tout tourner en dérision, en rire, déformer mes propos. Je veux juste le silence. Un silence pur et froid. Je peux le faire, a-t-il dit. Mais le silence est un outil puissant. Une fois qu'on a choisi cette voie, on ne peut plus crier. Je ne veux pas crier, ai-je répondu. Je veux disparaître, mais je veux qu'ils le sentent. Théo a expiré. Bon, au travail, alors. Nous avons discuté de comptes, de virements et de la façon de me défaire discrètement de tout lien financier avec les Anderson. J'avais tout gardé à mon nom ou dans ma holding, mais je n'avais jamais des limites imposées. Tout allait changer. Nous avons rédigé les premiers documents ce soir-là. Et quand j'ai raccroché, je n'ai ressenti ni rage ni chagrin. J'ai ressenti quelque chose de mieux. De la clarté. Je suis retourné dans le salon et j'ai trouvé Adeline sur le canapé, téléphone à la main, riant doucement à une phrase de Mera. Elle a levé les yeux et a souri. « Ça va ?» a-t-elle demandé comme si de rien n'était. J'ai hoché la tête. Puis je l'ai regardée et j'ai vu une femme qui croyait que je serais toujours là. Un homme qui paierait toujours, qui soutiendrait toujours, qui resterait toujours. Et à ce moment-là, j'ai enfin compris. Ils ne m'ont pas effacé par haine. Ils m'ont effacé parce qu'ils pensaient que je ne partirais jamais. Le lundi suivant, Théo et moi nous sommes retrouvés pour un petit déjeuner dans un petit restaurant tranquille en dehors de la ville. C'était le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où chacun s'occupait de ses affaires. Je ne voulais pas me rencontrer dans un cabinet d'avocat ou une salle de réunion. Je ne voulais pas que cela ressemble à une guerre, juste à une décision, une correction. Théo avait apporté un dossier avec à l'intérieur se trouvaient les documents dont j'avais besoin pour rompre les chaînes silencieuses qui m'entouraient depuis des années. Il fit glisser le dossier sur la table avec son air habituel de non-sens. « Tout est là », dit-il en tapotant la couverture. L'indemnité de rénovation, subvention d'entretien, cotisation discrétionnaire, tout cela transitant par votre holding personnel. Tu as été un homme généreux. Je l'ouvris et parcourus les pages.
Contrat, autorisation, avenant que j'avais signé sans réfléchir à deux fois parce que ma famille avait besoin d'aide. Parce que je croyais que les aider me permettait de participer à quelque chose. Je veux que tout cela cesse, dis-je doucement. Chaque odeur, chaque prélèvement automatique, je ne veux pas qu'une seule ampoule soit changée à moins qu'il ne m'appelle personnellement. Théo hocha la tête. Je ferai signer le bon de commande aujourd'hui, et j'ai configuré des alertes au cas où ils essaieraient de te contourner. Je sirotais lentement mon café, pensant à l'expression qui traverserait le visage de Deline quand le plombier dirait que le paiement n'était jamais arrivé. La confusion dans la voix de Mira quand l'entrepreneur refuserait de continuer les travaux de la terrasse. Le moment où Adeline essaierait de faire passer ça pour un autre problème technique. Je ne souris pas. Je n'en avais pas besoin. Plus tard dans l'après-midi, je m'assis à mon bureau et commençai à me détacher de tous les liens informels que j'avais avec eux. J'appelai le jardinier qui entretenait la pelouse de Deline et lui dis de ne pas s'attendre à recevoir le paiement du mois prochain. J'envoyai un email au représentant de l'assurance habitation. Et j'ai révoqué l'extension de garantie que j'avais souscrite pour la fuite au plafond de Mira. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas excusé. Juste une ligne par-ci, une annulation par-là. Une redirection silencieuse. Et puis j'ai attendu. Ça a pris 5 jours. Le 6e matin, je prenais mon café sur le porche quand mon téléphone a vibré. Le nom de Deline a illuminé l'écran. Je l'ai fixé, j'ai laissé sonner jusqu'à la dernière sonnerie, puis j'ai décroché. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas curieuse. Je voulais juste entendre comment elle allait présenter les choses. Bonjour, ai-je dit aussi calmement que si elle était une ancienne collègue appelant pour prendre de ses nouvelles. Oh, merci mon Dieu, a-t-elle soupiré de sa voix suraiguë. Chérie, je viens de raccrocher avec cet horrible entrepreneur. Il a dit que les travaux de la cuisine étaient arrêtés. Il y a quelque chose à propos de fonds qui ne passe pas, je ne dis rien. Je lui ai dit que ça devait être une erreur, bien sûr. Enfin, tu as toujours géré ce genre de choses. Est-ce un problème bancaire? Je me suis adossé à ma chaise, fixant les carillons qu'Adeline avait achetés 2 étés auparavant. Il tintait doucement dans la brise, comme s'il se moquait de la voix de sa mère. Pas d'erreur, dis-je simplement, un silence s'installa à l'autre bout du fil. Je suis désolé, dit-elle. J'ai gloussé et répondu. Je t'ai bien dit? Je l'ai répété lentement, doucement, avec le même vide que sa fille m'avait offert un jour de l'autre côté de la table de la cuisine. Je t'ai bien dit? Elle marqua une pause. Je l'entendais se demander si elle devait rire à nouveau. Ou bien était-ce une blague bizarre qu'elle n'avait pas encore bien comprise, mais je n'ai pas attendu qu'elle trouve ses marques. Je te laisse régler ça avec Masson ou Mera. Je suis sûr qu'ils ont réglé le problème. Puis j'ai raccroché. Ce n'était pas le cas. Une porte claquait. On éteignait une lumière. Plus tard dans la journée, Mera m'a envoyé un texto. Juste 2 mots, problème de paiement. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le classeur et j'ai sorti le dossier intitulé « Affaire Anderson ». Oui, j'avais enfin commencé à nommer les choses correctement. J'ai placé leurs dossiers à côté d'autres. Comptes professionnels, projets immobiliers, fiducie. Je les ai tous examinés et j'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Chaque membre de cette famille avait bénéficié de moi. Tout le monde. Et pas une seule fois, ils ne m'ont traité comme si j'étais à ma place. Pour le dîner ce soir-là, Adeline a préparé des pâtes. Je l'entendais fredonner en remuant dans la cuisine. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Elle n'a pas mentionné les appels. Elle ne semblait pas savoir que sa mère avait été coupée ni que Mera faisait les 100 pas en H. Elle s'est renseignée sur le week-end. J'ai dit que je travaillerais. Elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Le lendemain soir, en rentrant, j'ai trouvé sa mère et sa sœur assises dans le salon. Deline s'est levée dès mon entrée, comme une politicienne faisant semblant. Bienvenue à un vieil allié. Oh, tant mieux. Tu es de retour, dit-elle, la voix tendue par quelque chose qu'elle ne savait pas comment dissimuler. Peur, confusion, sentiment d'avoir droit à tout ça, peut-être. Mera me fit un petit signe de la main. On pensait venir discuter en personne, régler les choses. Je ne me suis pas assise. Je me suis dirigé vers la table du couloir, j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée plus tôt et je l'ai tendue à Deline. Elle l'a ouverte sur le champ.
À l'intérieur se trouvait un paquet de reçus détaillés, des registres d'entrepreneurs, des fiches d'entretien, tout ce que j'avais payé ces 3 dernières années. Chaque fuite, chaque mur, chaque clou. Voilà, dis-je, ce que l'humour me coûtait autrefois. Son regard parcourut les pages, la prise de conscience fulgurante. Je ne tenais pas de compte avant, continuai-je. Parce que je croyais faire partie de cette famille. Je pensais que l'amour était une chose partagée. Mais il s'est avéré que ce n'était qu'une facture que j'ignorais avoir ouverte. Delphine a essayé de parler. Je ne l'ai pas laissé faire. Et maintenant, le compte est fermé. Je me suis retourné et j'ai quitté je suis monté directement à l'étage et j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne les ai pas entendus partir. Peu m'importait. Pour la première fois depuis des années, la maison était enfin silencieuse. Ni vide, ni tendue, juste silencieuse. Et j'aimais ça. Adeline essayait de faire comme si de rien n'était. Comme si sa mère et sa sœur n'étaient pas restées assises dans notre salon, serrant des reçus comme si elles n'avaient jamais vu de compte à rendre. Comme si je ne venais pas de lui étaler la vérité noir sur blanc. Elle avait préparé le dîner ce soir-là, du poulet au citron avec des pommes de terre rôties. C'était son repas de paix, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle sentait une tension dont elle ne voulait pas parler. Mais je n'avais pas faim. Ni de nourriture. Ni d'une nouvelle amnésie émotionnelle. Tu as à peine touché à ton assiette, dit-elle en découpant son poulet. Je n'ai pas faim, répondis-je sans lever les yeux. Elle posa sa fourchette. Tu aurais pu me dire que tu arrêtais les paiements. Tu aurais pu me parler du mariage de ton frère, dis-je doucement, sans la regarder. Sa bouche s'ouvrit légèrement, puis se referma. Je l'ai vu du coin de l'œil. Ce moment où l'on se demande si mentir vaut encore la peine. Mais pour une fois, elle ne nia pas. Elle soupira simplement, prit son verre de vin et but. C'était un malentendu. Elle murmura au bout d'un moment. Ce n'était pas méchant. Tu y vois trop clair. Je me tournai vers elle. Un malentendu, c'est oublier de prendre du lait en rentrant, et non effacer son mari du mariage de son frère. Elle tressaillait, l'espace d'une seconde, je pensais qu'il y avait peut-être, juste peut-être, une pointe de honte sur son visage. Mais cela passa vite, remplacé par une indifférence calme et pratiquée. Tu dramatises. C'était ça. Les mots ne me blessèrent plus. Plus maintenant. J'étais déjà à sec. Je marchais juste dans les cendres. J'emménage dans la chambre d'amis, dis-je. Calmement. À partir de ce soir. Adeline n'a pas réagi immédiatement. Elle m'a juste regardé comme si je venais de dire que je changeais les rideaux. Sérieusement, dit-elle au bout d'un moment, tu vas bouder comme un fantôme. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette à moitié pleine et je l'ai portée jusqu'à l'évier. Non, je vais vivre comme quelqu'un qui s'est enfin réveillé. Ce soir-là, j'ai descendu mes vêtements. La chambre d'amis était petite, mais elle était à moi. J'ai changé les draps, vidé les tiroirs et, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans le poids de faire semblant. Les jours suivants ont été calmes. Pas au sens paisible du terme. Plutôt comme le calme d'un champ de bataille après. Que la fumée se soit dissipée et que tout le monde attende de voir qui bouge en premier. Je restais seul, je préparais mes repas, je faisais ma lessive. Quand Adeline partait travailler, elle arrêtait de l'annoncer. En rentrant, elle jetait un coup d'œil à la porte de la chambre d'amis comme si elle était offensée d'exister. Je m'en fichais. Je ne voulais plus la rassurer sur ce qu'elle avait fait. Une semaine s'écoula avant qu'elle n'essaie de tout remettre à zéro. Un soir, j'entendis le tintement des verres et le son de sa voix qui appelait sa mère. Apparemment, il revenait. Cette fois pour discuter autour d'un verre de vin et d'un dessert. Je ne protestais pas. Je ne menaçais pas de partir. Je restais simplement dans ma chambre, à écouter. Deline commença par une blague, bien sûr. Une plaisanterie sèche et teintée de condescendance. J'ai toujours su que tu avais un côté dramatique, dit-elle en riant. Mais tu aurais dû être au théâtre. Peut-être que tu serais trop occupé pour interrompre nos réparations de toiture. Adeline rit avec elle. Mera se joignit à elle depuis la cuisine, racontant quelque chose comme si je traversais une crise d'ego de la quarantaine. Je sortis lentement et silencieusement de la chambre d'amis et m'engageai dans le couloir. Aucun d'eux ne me vit au début. Puis Deline se retourna, le sourire toujours figé, jusqu'à ce qu'elle voie ce que je tenais. Une enveloppe.
Une autre. Elle leva les yeux au ciel, jouant toujours le rôle de « matriarche amusée ». Encore une facture en moins, ma chérie? Non, dis-je. C'est pour la maison. Je me dirigeai vers la table basse et la posai entre les verres à vin. À l'intérieur, il n'y avait pas de reçu cette fois, mais des copies de mails, des captures d'écran de SMS, des échanges entre les entrepreneurs que j'avais payés et sa famille demandant des extras, des améliorations dignes d'un spa, un éclairage sophistiqué, des ajouts inutiles qui faisaient exploser les coûts parce que, selon les mots de Mira, il est bon pour ça. Voilà, dis-je d'un ton neutre, à quoi ressemble le sentiment d'avoir droit à l'écrit. Les rires cessèrent. Même Mira cessa de remuer son verre. Adeline ouvrit l'enveloppe, en sortit les pages et se tut. Je regardai Adeline. Elle était figée, la main tenant toujours une cuillère au-dessus du bol à dessert, immobile. Je ne suis pas venu ici pour discuter, dis-je. Je ne suis pas venu pour réclamer quoi que ce soit. Je suis venu pour te rappeler que je n'ai jamais été invisible. Tu as juste choisi de ne pas me voir. Puis je me retournai et retournai dans ma chambre, les laissant dans leurs vêtements de marque, entourés de plats à moitié mangés. Tiramisu et vin aigre. Ils ne m'ont pas suivi. Plus tard dans la soirée, je les ai entendus partir. Des portes se fermaient plus fort que nécessaire. Des pneus crissaient dans la rue. Adeline n'est pas venue dans la chambre d'amis. Elle est restée à l'étage. Peut-être en pleurs. Peut-être en train de ruminer. Je n'ai pas vérifié. Je m'en fichais. Quelque chose d'étrange s'est produit après cette nuit-là. J'ai commencé à me sentir plus légère. Pas plus heureuse. Pas encore, mais plus libre. Il y a une sorte de paix qui s'installe quand on arrête de s'expliquer devant des gens déterminés à nous mal comprendre. J'ai recommencé à faire du sport. Je me suis levé tôt, j'ai lu des livres que j'avais oubliés, qui prenaient la poussière sur l'étagère. J'avais l'esprit plus clair, sans le poids émotionnel d'une attente constante de validation. Puis un jour, j'ai reçu un email d'un entrepreneur dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Quelqu'un que Adeline avait recommandé pour la deuxième tentative de rénovation de Mira. Tiens, juste une confirmation. Ils ont dit que tu t'occuperais aussi du nouveau carrelage. J'ai répondu en 2 mots. Pas impliqué. Silence. Doux silence. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté. Je me préparais à la prochaine manipulation, à la prochaine insulte déguisée en plaisanterie, à la prochaine demande teintée de fausse chaleur. Je savais ce que j'étais désormais. Je n'étais plus l'homme qui paye sans faire partie de la famille. J'étais l'homme qui se souvient de tout et n'oublie rien. J'ai quitté la maison avant le lever du soleil, non pas par colère, ni pour faire une scène, juste une décision tranquille après trop de jours à regarder mon reflet s'effacer dans une maison que je ne reconnaissais plus. J'avais préparé un petit sac marin la veille, quelques chemises, un ordinateur portable, mes documents et le double des clés d'un appartement que j'avais acheté 5 ans plus tôt, à l'époque où je croyais encore à l'idée de préparer ma vie pour l'avenir. L'appartement était situé au 9e étage d'un gratte-ciel, dans un quartier calme de la ville. Il avait des fenêtres qui allaient du sol au plafond, une vue sur la skyline, et la seule chose qui me manquait jusqu'à ce que j'ouvre la porte, l'espace pour respirer. Le silence là-bas était différent. Pas le silence tendu qui règne entre 2 personnes dans une maison devenue trop grande avec la distance émotionnelle. Non, ce silence était propre. C'était à moi. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai expiré et j'ai laissé tomber d'un coup le poids des mois. Pour la première fois depuis des années, j'étais seul avec mes pensées, et elles ne hurlaient pas. Adeline n'a pas appelé. Ni ce jour-là. Ni le lendemain. Peut-être a-t-elle cru que c'était un autre visage. Une protestation silencieuse qui finirait par me voir ramper à ses côtés comme je l'avais toujours fait. Ou peut-être qu'elle n'a tout simplement pas remarqué. Je ne savais pas quelle vérité me faisait le plus mal. 3 jours se sont écoulés avant que mon téléphone ne me lâche. C'était Mira. On a besoin d'aide pour finir les fondations chez maman. Tu sais qu'elle vieillit. Ce retard la stresse. Non. Salut. Non. Comment vas-tu? Pas d'accusé de réception de la dernière conversation. Juste une autre demande. Une autre supposition. J'ai fixé le message quelques secondes, puis j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Elle a répondu à la 2e sonnerie, toujours aussi joyeuse. Je savais que tu rappellerais, a-t-elle dit avec un petit rire suffisant. Sérieusement, le constructeur est difficile.
Il dit sans un nouvel acompte, il ne finira pas. Je suis sûr que Mason peut gérer. Je l'interrompis calmement. Il y eut un silence. Mason, demanda-t-elle, mais il a eu un beau mariage, continuai-je. N'est-ce pas? Elle ne répondit pas. Je laissai le silence s'éterniser. Je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais depuis des mois. Ce silence pesant est pesant quand on vous oublie volontairement. Quand on vous laisse derrière soi et qu'on prétend que c'est un accident. La ligne fonctionna. Elle avait raccroché. Je souris. Pas un sourire cruel, juste un sourire de prise de conscience. Le problème avec le silence, c'est qu'une fois qu'on cesse de le ressentir pour les autres, il devient une arme contre laquelle ils ne savent plus comment se défendre. Ils sont habitués à vos oui, à votre bien-être, à vos explications. Quand tout cela disparaît, leur emprise disparaît aussi. Les jours passèrent. Plus d'appels de Mera. Plus de SMS de Delphine. Pas un seul mot d'Adeline. Et pour une fois, je n'ai pas attendu près du téléphone. Au lieu de cela, j'ai travaillé. J'ai installé mon bureau près de la fenêtre. J'ai ouvert des projets que je voulais commencer. Pendant des années, j'ai fait le ménage dans ma boîte mail, j'ai retrouvé d'anciens clients. J'ai même contacté quelques associations qui me trottaient sous les yeux. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de vivre à nouveau sous mon propre nom. Je cuisinais mes propres repas, j'écoutais du jazz le matin et, parfois, je restais assise en silence, à contempler l'horizon, sans penser à rien de particulier. C'était pour moi le plus grand changement. Je ne repassais plus constamment des arguments dans ma tête. Je ne me défendais plus face à des fantômes. Un après-midi, je suis allé au café en bas de la rue. Une nouvelle serveuse, Jean, a pris ma commande. Elle a souri quand je lui ai dit mon nom, l'a griffonné sur le gobelet et a dit, contente de revoir un visage normal. La plupart des gens ici se contentent de fixer leur téléphone du regard, essayant de ne plus être comme eux, ai-je dit. Elle a souri. Bonne chance. Ce soir-là, j'ai de nouveau consulté mon téléphone. Toujours rien. Mais je n'avais plus l'impression d'être puni. C'était comme la paix. Et juste au moment où je pensais qu'ils avaient enfin décidé. Pour me quitter, Delie a rappelé. Cette fois, sa voix était différente. Calme, forcé, énervé, enveloppé de panique. Le toit fuit, dit-elle sans préambule. Le constructeur menace une action en justice. Et que se passe-t-il? J'ai regardé par la fenêtre des lumières de la ville et j'ai siroté ma tasse avant de répondre. Je suis sûr que Mason ou Adeline peuvent t'aider, ai-je dit, reflétant son propre dédaignement. Ils ont dit que c'était votre responsabilité, a-t-elle claqué. Et c'était là. La vérité qu'ils n'admettraient jamais ouvertement. J'avais été l'épine dorsale de leur confort. L'accord tacite était que je paierais, réparerais, fournirais, protégerais et ne demanderais rien en retour. Je ne t'ai pas dit? Dis-je doucement. Quoi? Je laisse les mots s'asseoir. Laissez-la ressentir le même froid que j'avais ressenti lorsque sa fille m'a montré des photos de mariage que je ne savais pas existantes. Laissez son étouffer sur le même vide que j'avais avalé pendant des années. Je ne t'ai pas dit? J'ai répété puis j'ai terminé l'appel. 1 heure plus tard, Adeline a finalement rompu le silence. Elle n'a pas appelé. Elle est venue. J'ai entendu le coup à ma porte de condo vers 21h15. Quand je l'ai ouvert, elle se tenait là dans un manteau trop mince pour le froid et les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi. Je ne savais pas où aller d'autre, chuchota-t-elle. Je me suis écarté mais je n'ai pas dit un mot. Elle entra lentement, regardant autour de lui comme si elle me voyait pour la première fois depuis des années. Cet endroit est sympa, a-t-elle dit, une voix petite. J'ai hoché la tête. Elle s'assit sur le bord du canapé, tordant ses mains ensemble. C'est aussi ta famille, a-t-elle dit, à peine au-dessus d'un murmure. Vous ne pouvez pas simplement les laisser comme ça. Non, dis-je debout près de la fenêtre. La famille ne vous efface pas des photos, des célébrations ou des maisons. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que cela importait. Qui faisait plus mal que tout? Vous ne pensiez pas que cela importait. Je n'ai pas répondu. Elle leva les yeux. Pouvons-nous parler? Je laisse la réponse du silence. Et pour la première fois, elle s'y est assise. Pas de défense, pas de blague,
juste qu'elle regardait une version de moi qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Celui qui ne porterait pas de honte qui ne lui appartenait pas. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle se tourna vers moi. M'aimez-vous toujours? Je l'ai regardée longtemps et stable. J'adore qui j'étais quand j'étais avec toi, mais je ne manque pas qui je suis devenu. Elle hocha la tête, les yeux se levant et partit sans un autre mot. Et je suis retourné à mon silence. Pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais enfin entier. Lorsque les gens vous sous-estiment assez longtemps, vous cessez de les corriger. Vous les laissez croire ce qu'ils veulent. C'est ce que j'ai fait. Pendant des années, les Anderson m'ont traité comme si j'étais juste un consultant informatique, juste un autre technicien qui a eu de la chance de se marier avec leur famille. Ils n'ont jamais posé de questions plus profondes sur ce que j'ai fait, comment j'ai construit mon entreprise ou pourquoi je n'ai jamais semblé souligner sur l'argent. Ils n'étaient pas intéressés par mon monde, juste à ce que je pouvais offrir le leur. Cela me convenait bien parce que moins ils en savaient, plus j'ai de contrôle. Ils ne savaient pas que je possédais le cabinet de conseil dans lequel je travaillais. Ils ne savaient pas que j'avais acheté des propriétés locatives à travers la ville grâce à une société holding avec un nom générique qu'ils ne reconnaîtraient jamais. Ils ne savaient pas que la moitié des personnes sur lesquelles ils ont bavardé au brunch, aux propriétaires, aux membres du conseil d'administration de HOA, les inspecteurs de l'immeuble ont fait sauver mon numéro dans leur téléphone. Et ils ne savaient pas que la maison bien-aimée de Deline, la même que j'ai aidé à sauver de la forclusion il y a 5 ans, était toujours liée à un maigre que je tenais tranquillement, légalement et incontestablement. À l'époque, Mason s'était mis à des ennuis de jeu. Il a demandé de l'aide à sa mère. Elle m'a demandé à son tour. La maison était à risque et ils avaient besoin d'un co-signature pour empêcher la deuxième hypothèque de s'effondrer. Je n'ai pas posé de questions. Je viens de signer. Bien sûr, je me suis assuré que les documents m'ont protégé. Une clause silencieuse dans l'accord m'a permis de convertir le lien en une dette exécutable si certaines les conditions n'étaient pas remplies. Ils ne l'étaient pas. Pas par un long coup. Et maintenant, alors que j'étais assis dans mon condo en regardant le trafic du soir dériver comme des fourmis en dessous, j'ai réalisé que je tenais quelque chose de bien plus puissant que la colère. Effet de levier. Théo est venu cette nuit-là. Il avait un dossier épais avec lui, des dossiers LLC mis à jour, de nouveaux avis juridiques et un résumé de chaque transaction que nous déménageons sous le contrôle privé. Celui-ci, a-t-il dit, pointant vers la page avec la propriété de Delphi et Votra. Le rapport de l'inspecteur de la ville est suffisant pour déclencher la clause de dette. Si vous le vouliez, nous pourrions passer aux capitaux propres dans les 30 jours. Je ne souris pas par tenue, mais parce qu'il n'y avait rien à réjouir. Je ne veux pas de la maison, dis-je. Théo haussa un sourcil. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il le ressente, dis-je tranquillement. Je veux qu'il sache ce que c'est que de vivre avec le son d'une porte se fermant dans leur visage. Il hocha la tête. Il a compris. Nous avons finalisé les documents. Mes propriétaires maintenant publics. Mon implication est maintenant officielle. Toutes les rénovations ont acheminé à travers mes entreprises Canlay. Tous les plans de maintenance prévus révoqués. Ils devraient subir de nouvelles inspections, de nouvelles estimations avec des entrepreneurs qui ne les connaissaient pas et ne se souciaient certainement pas de leur nom de famille. La façade de la famille Anderson, des sourires polis, du charme emprunté, des jugements chuchotés, commençait à montrer ses fissures. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai rien annoncé. Je laisse juste les systèmes faire ce qu'ils ont été conçus pour faire. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'un gestionnaire immobilier confirmant l'annulation des prochains travaux de toiture pour la résidence de Madame Anderson. Client incapable de vérifier la source de paiement autorisée. Un jour après cela, le nom de Mira est apparu sur mon téléphone. Je le laisse sonner. Elle a ensuite envoyé une note vocale. Vous pensez vraiment que c'est drôle? Maman a stressé hors de son esprit. Les nouveaux entrepreneurs demandent des dépôts initiaux que nous ne pouvons pas encore couvrir. Vous savez combien de temps il faut pour être approuvé pour un nouveau prêt? Vous rendez cela plus difficile qu'il ne le faut. J'ai joué le message 2 fois. Pas parce que je n'étais pas sûr de son ton. Je voulais juste entendre à quel point elle croyait que j'appartiens toujours à leur service. Quelques heures plus tard, Mason a envoyé un texto, je ne sais pas ce qui se passe avec la maison de maman. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, Lucie, la femme de Mason.
Nous n'avions jamais été particulièrement proches. Elle était toujours agréable, toujours neutre. Je pensais que c'était parce qu'elle était timide. Maintenant, je me suis rendu compte qu'elle était juste observatrice. Elle n'avait pas rejoint le rire quand j'étais effacé de Mason. Je ne le serais pas tranquillement, soigneusement. Occupé à juger des apparences, j'investissais, protégeais, me préparais. Je me suis souvenu d'une nuit il y a des années lorsque Deline avait plaisanté en disant que je n'étais pas ambitieux comme Mason, que mon travail était mignon, mais pas impressionnant. J'avais ri alors, je l'ai haussé les épaules. Mais maintenant, alors que je me tenais sur le balcon de mon propre bâtiment, j'ai réalisé que je n'étais pas le calme. Ils étaient les aveugles, et leur ignorance avait été le plus grand cadeau qu'ils m'ont jamais offert. Quelques jours plus tard, Théo a appelé. Ils ont eu la lettre. Il a dit, Delphi a embauché un nouvel avocat. Elle panique, essayant de renégocier des termes sur le LIN, et elle ne peut pas. Vous leur avez donné 5 ans de bonne volonté. Vous êtes dans vos droits. Je me suis expiré. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas vendeur. J'avais fini. Et être fini est l'un des sentiments les plus puissants du monde. J'ai terminé l'appel et j'ai regardé autour de mon condo. La lumière était douce à travers les fenêtres. L'air était propre. Ma boîte de réception était silencieuse. Ma conscience encore plus silencieuse. Ils pouvaient garder leur rire, les brèves, leur mariage. J'avais mon nom. J'avais ma voix. Plus vite que je m'attendais. Comme une femme qui avait perdu le contrôle du récit. Le temps, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais rappelé. Non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que je devais me protéger de redevenir leur béquille. Le même jour, j'ai reçu un SMS d'Adeline. C'était long, trop long. Je ne l'ai même pas lu tout au long. Il suffit de parcourir des phrases comme « Je ne savais pas que ça allait devenir mauvais » et « Il y a encore de la famille et nous ne devrions pas laisser tout l'argent détruire. » L'argent n'a rien détruit. Le silence l'a fait. Le droit l'a fait. La croyance que je ne repousserai jamais l'a fait. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu près de ma fenêtre. Ci-dessous, la ville s'est déplacée sans aucune conscience de la tempête qui fait le tour du nom d'Anderson. Les mêmes personnes qui riaient une fois derrière mon dos réalisaient maintenant qu'elles avaient construit leur réconfort sur les fondations qu'ils ne possédaient pas. Quelques jours plus tard, Adeline s'est de nouveau revue. Elle n'a pas envoyé de SMS, n'a pas appelé, juste frappé. Je l'ai vue à travers le coup de pied, les cheveux attachés, pas de maquillage, portant le pull bleu marine que j'ai acheté ces 3 anniversaires. J'ai ouvert la porte lentement. Elle n'a rien dit pendant quelques secondes. Je me suis juste regardé. Je recherche. Puis-je entrer ? Elle a demandé. Je l'ai laissée. Elle était assise sur le bord du canapé comme elle l'a fait lors de sa première visite. Ce n'est que maintenant que ses épaules s'effondraient de quelque chose de plus lourd. Nous avons des ennuis, a-t-elle déclaré. Je sais, répondis-je. Elle m'a regardé, surprise de ne pas offrir de confort. Je ne me suis pas déplacé pour m'asseoir à côté d'elle. Je suis resté debout. Il s'effondre. Maman ne peut pas refinancer la maison à cause du maigre. Le partenaire commercial de Mira a reculé. Mason et Lucie se battent presque tous les jours. C'est comme si tout était en train de se briser. J'ai hoché la tête. Parce qu'il n'a jamais été construit correctement. Elle cligna des yeux, stupéfaite de mon calme. Je ne suis pas venue ici pour mendier, dit-elle enfin. J'avais juste besoin que vous sachiez que ce ne sont plus toutes les blagues et les brunchs. Nous avons affaire à de vraies choses maintenant. Bien, dis-je. Les vraies choses sont en retard. Elle tressaillit un peu. Vous pensez que nous méritons cela ? Je pense que les conséquences font partie de l'âge adulte. J'ai répondu. Et je pense que lorsque vous quittez quelqu'un à plusieurs reprises, crues, négligemment, vous ne pouvez pas agir choqué quand il cesse de jouer son rôle. Elle est repartie à nouveau. Je suis venue demander le dîner, dit-elle finalement. Pas une faveur. Pas de l'argent. Juste un dîner. Juste pour parler. J'ai incliné ma tête, je l'ai étudiée pendant une seconde, puis j'ai dit, j'y penserai. Le lendemain, je ne suis pas allé travailler. J'ai pris la matinée et je suis passé devant le salon Mira. Il y avait un grand signe de fils collé sur le verre. Je me suis garé et je suis sorti juste pour
Regardez de plus près. L'espace était vide maintenant, les chaises disparues, la réception supprimée. Une affiche fanée de miroirs était toujours suspendue dans la fenêtre du coin, souriant à côté d'un fer à friser et du slogan « La confiance commence ici ». Ironique. Je suis resté là un instant, puis je suis retourné dans ma voiture. Plus tard dans l'après-midi, je me suis arrêté par l'une de mes propriétés commerciales. Théo avait organisé une réunion avec un nouveau locataire, une entreprise de design à la recherche d'espaces de bureau. Je les ai tournés à travers le bâtiment, j'ai serré la main, j'ai négocié avec un esprit clair. C'était bien, propre, déterminé. Après leur départ, j'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués d'Adeline et une messagerie vocale. J'ai hésité, puis j'ai frappé le jeu. Je sais que tu penses que je m'en fiche. Je sais que vous pensez que je faisais partie de tout ce qui s'est passé, mais je n'essayais pas de vous blesser. Je ne voulais pas bercer le bateau. Je pensais qu'il était plus facile de laisser les choses glisser et maintenant tout est chaviré. Et je comprends. Peut-être que je mérite cela. Mais tu me manques. La façon dont tu me manquais, comment tu prenais soin de tout. Je m'ennuie de qui nous étions avant tout cela. J'ai supprimé le message, pas par dépit, mais parce que je ne voulais pas porter son désir quand elle n'avait jamais porté la mienne. Cette nuit-là, j'ai cuisiné pour moi. Steak, ail rôti, légumes sautés. J'ai mis la table, allumé une bougie, mangé lentement, savourant le silence, non pas comme punition, mais comme présence. Ma présence. Je me suis souvenu comment de nombreux dîners que j'avais passés entourés de gens qui ont regardé à travers moi. Combien d'événements que j'avais payés mais que je n'avais pas été accueilli. Combien de rires ont été partagés à mes frais pendant que je souris poliment et versais le vin. Non, maintenant j'étais seul. Et c'était le plus de paix que je connaissais depuis des années. La chute de la façade de la famille Anderson n'était pas bruyante. Il n'est pas venu avec des gros titres ou des arguments publics dramatiques. Il est venu dans des pertes silencieuses, des projets annulés, des comptes gelés, des prêts défaillants, des relations brisées, des choses qu'ils ont tenues pour acquises qui se glissaient lentement. Et pas une seule fois je n'ai eu à élever la voix. Ils se sont déroulés. J'ai juste arrêté de tenir le fil. La nouvelle est venue par un ami à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Son nom est Terry et il était le collègue de Mason, l'une des rares personnes décentes dans ce cercle qui avait des yeux, des oreilles et une conscience. Il a appelé un après-midi pendant que je passais en revue les renouvellements de location dans mon bureau de condo. Vous entendez ce qui s'est passé avec Mason et Lucie? Il a demandé, non, j'ai répondu, sachant déjà que ce ne serait pas être bon. Ils sont séparés. Elle a déménagé le week-end dernier, a pris toutes ses affaires et est retournée chez sa sœur. J'ai dit à tout le monde au brunch que c'était à cause de ce qui s'est passé avec vous. A dit, le traitement de la famille de vous l'a rendu malade. J'ai cligné des yeux, je me suis assis sur ma chaise. Elle a dit ce mot pour mot. Ray a dit, apparemment, elle ne connaissait même pas les trucs de mariage jusqu'à ce que quelqu'un le fasse lors d'un dîner. Quand elle a découvert que vous n'étiez pas invité, et la façon dont ils en riaient, elle l'a perdu. Dit s'il pouvait vous faire ça, il pourrait le faire à n'importe qui. Je n'ai pas dit grand-chose après ça. Just hocha la tête, le remercia pour l'appel et raccrocha. Cela aurait dû me sentir victorieux. Ce n'est pas le cas. Tout ce que je ressentais, c'était la confirmation. Confirmation que je n'avais jamais imaginé la cruauté. Que je n'étais pas trop sensible. Le fait que la manière silencieuse que j'avais été écartée était en fait réelle et visible pour les autres. Je suis allé me promener ce soir-là. Les rues étaient allumées avec cette heure d'or douce qui donne à tout paraître cinématographique. Les gens ont marché leurs chiens. Un couple a ri devant une boulangerie. La vie a évolué. Mon cœur était étrangement immobile. Mera s'est fiancée à la même époque. Le mot se propage rapidement. Elle l'avait publié partout sur les réseaux sociaux. Closement de gros plans de l'anneau. Longue légende sur l'amour et les secondes chances. Mais ce qui s'est démarqué n'était pas l'annonce. C'est le silence qui a suivi. Personne n'a proposé de payer pour sa salle. Personne n'a proposé d'héberger. Même Deline, une fois que la reine d'organiser des événements pour ses enfants, a été soudainement occupée par des réparations et des litiges entre les entrepreneurs. Le filet de sécurité financière que j'avais fourni tranquillement pendant plus de 5 ans avait disparu. Et avec lui leur image de stabilité sans effort. Une semaine plus tard, Mera m'a appelé.
Je n'ai pas répondu. Elle a plutôt envoyé un texto. Je veux juste savoir si nous pouvons être civils. J'adorerais toujours vous avoir au mariage. Vous êtes important pour nous. Je l'ai lu, je l'ai supprimé. Je n'étais pas en colère, je viens de finir. La même nuit, j'ai reçu un autre message d'Adeline. Ce n'était pas long. La façon dont tu me manquais, comment tu prenais soin de tout. Cette ligne était suspendue dans ma poitrine plus longtemps que je le voulais. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une responsabilité. C'était la nostalgie, sélective et pratique. Elle a raté la facilité que j'ai créée, l'échafaudage invisible que j'ai construit autour d'eux pour qu'ils puissent briller pendant que je me suis zompé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me tenais près de la fenêtre et regardais à nouveau la ville. Chaque fois que je le faisais, cela m'a rappelé qui j'étais en dehors de leur orbite. Un homme qui pourrait construire, protéger, penser, fournir. Non pas parce que c'était prévu, mais parce que c'était qui je suis. Ils n'ont jamais vraiment connu cet homme. Ils ne connaissaient que le mari calme, le fournisseur prévisible, l'homme qui a plié des serviettes et a ri lorsqu'ils ont plaisanté à ses dépens. Je n'étais plus cet homme. Et étrangement, je me sentais désolé pour Adeline parce qu'elle pleurait la mauvaise chose. Elle pensait m'avoir manqué. Mais ce qu'elle a vraiment manqué, c'était le contrôle. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Théo. « Je pensais que tu aimerais Saché », a-t-il dit. L'avocat de Deline a tendu la main. Elle essaie de régler le maigre or du tribunal. Ils sont terrifiés que la maison sera répertoriée. Laissez-la transpirer, dis-je. C'est déjà. Nous avons partagé un rire tranquille. Puis il a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Avez-vous déjà pensé à laisser aller complètement? Je me suis arrêté. Que voulez-vous dire? Je veux dire, les documents sont terminés. Vous êtes protégé. Leur accès est coupé. Vous avez fait valoir votre point de vue. Voulez-vous rester attaché à tout cela? Ou voulez-vous vous éloigner? Je n'ai pas répondu immédiatement. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur mon balcon, l'air coulé immobile, et j'ai vraiment pensé à cela. Pour la première fois depuis le début, j'ai réfléchi à ce que cela ferait de cesser non seulement de répondre, mais de me souvenir. Pas seulement défendre, mais se détacher. Arrêter de les laisser rincer l'espace dans mon esprit. Pour laisser le chapitre se fermer. Pas de paragraphe final, pas de fin dramatique. Juste un tour de page silencieux. C'était possible. Et c'était suffisant. Alors quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai appelé Théo de retour. Démarrer le processus. J'ai dit, tout cela. Tout cela. Couper le maigre. Finaliser les transferts de propriété. Effectuer tout ce qui est encore attaché à leur nom ou à leur chaos. Laissez-les vivre dans le monde qu'ils ont créé sans moi parce que c'est ce qu'ils ont choisi. Je l'ai honoré. Mérari du canapé et ne vous a pas dit, je ne vérifie pas mon téléphone, je me prépare un autre texte agressif passif. Je ne porte pas de dettes invisibles pour des rôles invisibles dans une famille qui ne m'a jamais vraiment accueilli. Je ne porte que moi-même et cela a été suffisant. Le condo, mon condo, est devenu quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Un refuge non pas du monde mais de la version de moi-même j'étais. L'homme qui expliquait trop, en a donné trop. Attendait trop longtemps pour les gens qui ne s'applaudaient jamais quand il entrait dans une pièce. Le silence n'est plus une blessure. C'est un mur que j'ai construit en brique pour garder le bruit que je n'accepte plus. La semaine dernière, j'ai organisé le dîner, un petit. Rien d'extravagant, juste quelques personnes en qui j'ai confiance. Les gens qui ne m'ont jamais fait prouver ma valeur. Théo a apporté du vin, bien sûr. Il est devenu plus que mon avocat. Il est mon ancre dans les tempêtes dont je ne savais pas que j'étais autorisé à sortir. Ma sœur Nadia est sortie de la Floride avec son petit ami. Elle s'inquiétait pour moi. Maintenant, elle me serre dans ses bras plus longtemps et sourit plus large. Nous nous sommes assis autour de la table, de ma table, et passons des plaques sans jugement, sans tension, sans faire semblant. Ce n'était pas fantaisiste. Pas de traiteur, pas d'arrangements floraux, pas de performance, juste des rires, des histoires réelles et des assiettes propres. Quelque temps après le dessert, Théo s'est penché en arrière sur sa chaise et a posé la question que je savais arriver. Avez-vous déjà entendu plus de la famille d'Adeline? La chambre s'est silencieuse. Pas inconfortablement,
juste curieusement. Tout le monde m'a regardé comme s'il attendait une révélation dramatique. J'ai souri. Plus maintenant, dis-je. J'ai finalement eu l'indice. Le rire a suivi, chaleureux et connaissant. Et c'était tout. Le chapitre a clôturé avec une seule phrase. Pas de rage, pas de vengeance, juste un fait. Je n'en avais pas bloqué. Je n'avais pas envoyé de messages cruels ni diffusé leur chute. J'ai simplement arrêté de me montrer où je n'ai pas été vu. A cessé de porter du poids pour les personnes qui ne soulèveraient jamais la mienne. C'était ma justice. Et c'était suffisant. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé me promener. Il y a un sentier près du condo qui mène à un parc calme au bord de l'eau. J'y vais souvent maintenant quand je veux penser, quand je veux me sentir ancré. Il y a un banc que j'aime. De là, je peux voir le reflet de l'horizon de la ville sur le lac. La même ligne d'horizon que je regardais depuis la fenêtre de mon bureau pendant les nuits blanches, me demandant si j'étais le problème. Je me demande si je n'essayais pas assez fort pour gagner un siège à leur table. Mais assis ici maintenant, je comprends ce que je ne l'ai pas fait alors. Il ne s'agissait jamais d'essayer plus fort. Il s'agissait de réaliser que j'essayais pour les mauvaises personnes. Les gens qui ont confondu la gentillesse avec la faiblesse. Les gens qui ont vu le silence sont le consentement. Les gens qui croient être une famille signifiait être dû. Je suis resté dans ce système pendant si longtemps parce que je pensais que la loyauté signifiait l'endurance. Mais la loyauté sans respect n'est que l'auto-abandon déguisé de manière polie. Et je ne suis plus cet homme. J'ai reconstruit mon monde maintenant. Plus petit, plus serré, construit non pas sur l'obligation, mais sur la présence mutuelle. Plus de prétendants. Plus de glissements pour trouver de la valeur chez les personnes qui refusent de l'offrir librement. Parfois, je vois des aperçus des Anderson dans des articles publics. Quelqu'un étiquette Mason sur une photo de groupe ou Mera télécharge une histoire sur ses difficultés de planification de mariage. Je fais défiler, pas avec amertume, avec des intérêts. Ils vivent dans un chapitre que j'ai déjà fermé. Adeline. Elle a essayé de tendre la main quelques fois plus. Une fois par email, une autre fois à travers une lettre qu'elle a déposée à la réception. J'ai lu le premier paragraphe. C'était suffisant. Le reste je lâche prise et lis. Elle a dit que je me manquais, mais elle a vraiment raté la commodité que j'ai offerte. L'homme calme en arrière-plan résolvant des problèmes sans être vu. Cette version de moi est partie. Enterrée sous chaque dette impayée. Chaque blague intérieure qui m'a laissé de côté. Chaque fête que j'ai financée mais n'a jamais été vraiment invitée. Et qu'est-ce qui l'a remplacé? Un homme qui sourit quand son téléphone est silencieux. Un homme qui mange seul si nécessaire et ne se sent jamais seul. Un homme qui accueille des dîners autour de table, il a construit des chaises qu'il a choisies avec des gens qui se présentent sans avoir besoin d'être convaincus de s'en soucier. Donc, si quelqu'un me demande ce qui m'est arrivé, où je suis allé, pourquoi je ne parle pas, pourquoi je ne suis jamais revenu, je vais dire ceci. Je ne suis pas parti avec colère. Je suis parti avec clarté. Et quand ils ont finalement réalisé ce que je portais, j'étais déjà parti.